La libre antenne. C'est du lundi au vendredi de 20h à 21h. Les meilleures interviews de Phil sur Radio People. Nos invités racontent leur vie, leur passion, leur combat et Phil leur donne le temps pour le dire. La libre antenne. C'est sur Radio People et c'est pour en savoir toujours plus sur la vraie vie de nos invités. Bonjour, je suis Lyon Sperger, coach, thérapeute et auteur, et je suis dans la libre antenne de Radio People et même télévision Radio People avec les caméras qui sont là. Il y a tout, hein. Bonjour Olivier. Magnifique. Merci Phil pour ton accueil. Bienvenue au studio Radio People de Sainte-Croix, du soleil. Magnifique. La neige aussi, c'est l'hiver. On est le 18 janvier 2017 et autres. Il y aura un grand événement qui va se passer le 18 mars. On va dire dans 2 mois, jour pour jour. Exactement. Voilà, ce sera au Miles Davis Hall, au centre des congrès à Montreux, une grande salle. Et puis dans cette grande salle, qu'est-ce qui va se passer? On dit juste 2 mots comme ça, parce que c'est un peu ce pourquoi tu es là aujourd'hui aussi, également, mais pour faire aussi connaissance avec toi, évidemment. Okay. Et qu'est-ce que c'est que cet enseignement spirituel, cette thérapie, ce coaching quantique? On va tout savoir, on a 1 heure pour ça. Mais parle-moi déjà, juste pour nous mettre l'eau à la bouche, là, le 18 mars 2017, au centre des congrès de Montreux, qu'est-ce qui se passe? Alors, le 18 mars, on se retrouve dans une immense salle, en effet, à vibrer. Donc, l'objectif, en fait, de cette journée, c'est vraiment d'activer, en fait, notre conscience, d'activer notre potentiel actif que nous pouvons avoir pour vraiment développer tout ce qu'on veut en plus. Et c'est une journée, en fait, d'immersion totale. On va se retrouver, en effet, des centaines dans une salle avec des méditations, avec des rituels, avec des rituels quantiques, avec des choses qui vont faire vraiment exploser tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui pour changer notre réalité. Voilà, c'est un résumé, mais on va aller beaucoup plus loin dans l'explication. Le phénomène de groupe, la dynamique de groupe, ça a son importance. Bien sûr, comme on en parlait encore l'autre jour ensemble, c'est vrai qu'on fait un travail de thérapie sur une personne, one-to-one, qui est très intéressant parce qu'on va pouvoir déclencher des processus de changement. Mais dans un groupe, l'avantage, c'est que les processus des changements que vont faire les personnes en direct dans la salle vont opérer en même temps sur les autres personnes. Donc, c'est-à-dire que l'ambiance, la force d'un groupe est exceptionnelle, et surtout quand on est beaucoup comme ça. Donc, par exemple, une problématique pour une personne qui est sur scène, puis il y a peut-être 25 personnes dans la salle qui ont cette même problématique, sans l'exprimer, en étant juste spectateur et autres, et ça, il se passe des choses. Exactement, parce que chaque personne qui vient à ce séminaire n'est pas là juste pour être un spectateur. C'est-à-dire, chacun va être actif. Ça veut dire qu'il n'y a pas 2 minutes où il n'y a pas une action ou un mouvement qui va se faire. Donc, du coup, chacun va en fait interagir avec l'énergie. Donc, en effet, quelqu'un qui a tout à coup une maladie ou quelque chose qui est en train de traiter, ou quelque chose de psychologique important, tout à coup, on va voir que la personne qui est à côté, son voisin, va tout à coup déclencher un processus qui va faire que ce processus va se mettre en place dans la guérison ou autre chose. C'est pour ça que la force d'un groupe est phénoménale. On va beaucoup plus vite dans une journée comme ça, souvent que... Moi, je vois, par exemple, que je fais des traitements sur les personnes où je fais les mêmes traitements qu'on va avoir souvent dans une journée. Il faut des fois des semaines pour avoir le même déclenchement qu'on va avoir en 1 ou 2 heures dans une salle comme ça. Parce que, voilà, on a tous ces aspects multidimensionnels de chacun qui vont interagir. Et il y a encore des places, rassure-moi. Oui, il y a encore des places. Oui, on expliquera comment ça se crée. La communication il y a 1 mois, donc il y a encore de la place. Exactement. Bon, ce coaching quantique, enseignement spirituel, ça fait une dizaine d'années à peu près que tu es tombé dedans, on va dire. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a tout un parcours de vie avant, et puis qu'il se passe quelque chose qui déclenche ça. Tu me racontes, parce que j'aimerais faire un peu connaissance avec toi. Si on parle un peu de l'enfance, puis de l'environnement familial et tout, t'es né où, Olivier? Raconte-moi un petit peu. Là. Voilà, reprends-moi ces premières années. Oui, pas tout, mais reprends-moi un petit peu de ça. C'est vrai que j'en parle pas très souvent de mon passé, mais c'est ce qui m'a fait que je fais ce que je fais aujourd'hui. Le coaching quantique, ça fait pas 10 ans, ça doit faire 7-8 ans que je le fais, mais ça fait une vingtaine d'années maintenant que je travaille dans l'enseignement spirituel, donc je suis indépendant par rapport à ça. Alors, comment j'y suis venu? Bah ouais. En fait, j'ai toujours été, mais je me suis découvert ça pas tout de suite. En fait, je suis né donc dans la région de Genève. J'habite à la campagne, une enfance tout à fait tranquille, dorée, avec des parents instituteurs qui m'ont apporté beaucoup d'amour, beaucoup de choses. T'es fils unique? Non, j'ai une sœur. Une sœur plus grande? Plus petite, voilà. Et quand j'étais enfant, j'ai toujours eu certaines visions. Je voyais certaines choses, je voyais des gens partir avant, et ça me perturbait quand même. J'étais plutôt introverti,
Donc on me dit des fois on me voit sur scène et que je rigole et tout, mais je suis plutôt timide en fait. Et j'étais plutôt introverti, plutôt des fois un peu en retrait. Et je voyais souvent des choses se faire à l'avance, donc des fois ça me faisait peur. Donc je voyais pas ce qui se passait, mais je pouvais pas coder ça, surtout il y a quelques années, on n'en parlait pas du tout. Et puis à propos de mes parents, j'avais vu... C'était des visions prémonitoires. Voilà, toujours. prémonitoires, Voilà. ouais. À propos de mes parents, j'avais vu mes parents mourir. Et j'en ai parlé. Malheureusement, je leur ai dit souvent, quelques années, quand j'avais 10 ans, 12 ans, 13 ans, j'ai dit, mais prenez soin de vous, parce que je me demande, vous n'allez pas mourir. Alors évidemment, quand un enfant dit ça à des parents, c'est quand même un peu stressant. Je me demandais si j'étais quand même normal. Mais tu donnais quoi comme information? Juste ça? Je sentais qu'il y avait quelque chose. Sentais qu'il y avait quelque chose. J'avais déjà vu d'autres choses comme ça, mais je m'interdisais de penser à ça. Et j'étais pas du tout dans ce côté spirituel, parce que quand on est enfant dans d'autres choses. Et puis, quand j'avais 15 ans, un week-end, en fait, on devait partir à la montagne avec mes parents. Et j'ai été bloqué. J'ai senti un blocage, une force qui me disait, n'y va pas. Et je n'ai pas du tout fait le lien. Et ce jour-là, un gars sur l'autoroute est rentré dans la voiture et a tué mes parents sur le coup, quand j'avais 15 ans. Mais toi, tu y es pas allé? J'étais pas là. Mais c'est toi qui as refusé d'y aller? J'ai refusé d'y aller. Voilà, j'ai fait une crise d'adolescence. On m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et je savais pas, j'avais pas fait le lien de ça du tout. C'est la première fois que je restais seul un week-end et ils sont morts ce jour-là. Et là, évidemment, ça a été, on ne parle même pas du choc de tout ce qui s'est passé, mais j'avais vu ce qui se passait. D'ailleurs, même les quelques semaines avant, j'avais eu les flashs. Une fois, j'avais fait un dessin à l'école sur du marbre. J'avais fait des dessins des fleurs. J'avais marqué leur date de naissance et l'année. Puis ils m'ont dit, mes parents, mais on met jamais ça. C'est comme une plaque tombale. J'ai dit, je sais pas, j'ai senti ça. Donc je me suis mis à pleurer parce que je comprenais pas. Hein. J'avais ressenti ces choses-là. Et alors suite à ça, donc ma vie évidemment, tu peux penser qu'elle bascule complètement. J'ai vu que j'avais ces dons, mais je les ai refusés. C'est encore pire que tout, parce qu'après il y a même un sentiment de culpabilité, il y a un monde de choses qui apparaît avec ça. Donc, culpabilité de dire j'aurais pu changer le cours du destin. Bien sûr, j'aurais pu leur dire n'y allez pas, tout ce qu'on peut faire ça, mais j'avais pas fait le lien dessus. Donc suite à ça, j'ai complètement fermé la porte. Ça veut dire stop. J'ai refusé ça. Je suis parti dans un aspect beaucoup plus matériel. Donc je suis parti à Paris, à 17 ans je suis parti à Paris, j'ai fait une école de cinéma, je travaillais dans le côté des médias, j'ai monté des boîtes de prod, j'ai déjà eu pas mal de vies dans une vie. Comment on se construit quand des parents disparaissent comme ça quand on a 16 ans, enfin 15 ans, donc, 15 ans, donc on passe du gamin à l'adulte. On passe du gamin à l'adulte et on n'est pas du tout prêt. Du coup, je suis parti dans une accélération de vie, une hyperactivité. Je faisais 40 000 trucs à la fois. Après, j'avais pas fait tellement d'études. J'étais parti à apprendre certaines choses à Paris. Après, j'ai refait un billet. J'ai fait un billet en management. Et après, j'ai monté des entreprises. Donc, tout allait très vite. Tout allait très, très vite. À 25 ans. Il fallait occuper le temps. Pourquoi? Voilà. Pour ne pas penser, ne pas trop penser. Exactement, c'était une fuite en avant. Et tout était lié dans le matériel. J'avais besoin de réussir ce côté comme ça. À 25 ans, j'étais à la tête d'une grosse entreprise à Paris, à Genève, qui marchait très bien. On avait des milliers de vendeurs et tout. Jusqu'au moment où, paf, je me suis dit, mais je ne suis pas à ma place. C'est pas ça que je veux faire. Et c'est là que tout à coup, j'ai tout arrêté. Parce que je m'apercevais que déjà dans l'entreprise, chaque fois, j'essayais d'aider les gens. Je ferais du magnétisme. Je disais, mais non, attends, le PDG d'entreprise, il fait pas ça. Donc j'allais à l'encontre de ma nature. Et du jour au lendemain, j'ai dit, stop, j'arrête tout. Et je n'étais pas du tout aligné, du tout. J'étais pas du tout dans le côté spirituel. J'étais dans la course à l'argent, dans la course de vouloir réussir et tout. Donc j'étais jeune, je savais pas ce qui est pas si mal non plus dans le monde dans lequel on vit. Enfin c'est une vision que qu'on va pas on la reproche pas beaucoup celle-là aux gens qui ont envie d'arriver, de gagner de l'argent. Alors, et autres. Non, parce que d'arriver à gagner de l'argent, c'est un faux but. De vouloir avoir de l'argent pour avoir de l'argent, pour avoir des passions, pour aider ses enfants, pour sa famille, pour d'autres choses, oui, bien sûr. Mais d'aller à la course au billet est un faux but. Et beaucoup de gens aujourd'hui veulent avoir de l'argent, mais ne savent pas pourquoi ils veulent avoir de l'argent. Donc ils n'auront jamais d'argent. Donc la course après, c'est très mauvais. Mais ça ne veut pas dire que l'argent n'est pas important. Mais est-ce que c'est un but ou pas? Si c'est un but, c'est mauvais. Donc du coup, alors, à un moment donné, je me suis dit, non, stop, c'est pas ça. Donc j'ai tout arrêté. J'ai tout perdu. C'est pas grave, je suis vraiment reparti à zéro. Et c'est là que j'ai retrouvé... Quand tu dis j'ai arrêté, j'ai tout perdu,
ça veut dire qu'il y a eu une faillite? Bien sûr, ça veut dire que ouais, parce que tu aurais pu arrêter. Non, j'ai quitté mon entreprise en fait au moment où tout était en train de marcher. Mais en fait, voilà, j'avais des partenaires qui étaient rentrés dedans, tout le côté humain que j'avais mis en place était en train de changer, donc c'est là que j'ai pris cet état de conscience. Donc en fait, j'ai quitté au mauvais moment. On aurait dit, j'aurais pu attendre quelques mois et puis gagner plein de millions, mais c'était pas mon but. C'était ma santé, ma vie à côté de ça. Donc du coup, en effet, j'ai tout perdu. Tout ce que j'avais, tout ce que j'ai perdu. J'étais moins que ce que j'avais même, mais j'étais complètement libre. J'avais une liberté absolument magnifique. Et même quand j'ai redémarré... Parce que tu ne te sentais pas libre avec de l'argent? Pas du tout. En fait, j'avais des partenaires, il y avait des enjeux, on avait des systèmes avec des banques, c'était des enjeux qui étaient énormes. Donc j'avais des pressions en même temps. J'étais majoritaire de mon entreprise, mais j'étais minoritaire de tout. Donc j'étais absolument pas libre. Et dès que j'ai tout arrêté, j'ai dit « Waouh !» C'est ça. Et pour la petite histoire, quand j'ai tout perdu, après j'avais plus rien, donc j'ai commencé à redémarrer petit à petit ma vie. J'ai commencé à me former un peu partout dans la naturopathie. J'ai rencontré des maîtres à droite à gauche. Et au début, mais là, tu sentais que justement, ton destin, ta vie, il fallait, comme tu l'as dit, il fallait s'aligner. Sur quoi? Sur ce que tu étais, sur le destin, sur ton destin. Comment tu formules avec des mots cette besoin, cette recherche d'alignement? Alors, l'alignement, c'est que j'ai toujours eu depuis tout le temps ce désir, en fait, de transcender les choses, d'aider les autres. Donc j'ai toujours eu ça, même quand j'étais enfant, mais sans vraiment savoir comment faire. Et dès que je me suis retrouvé par rapport à ça, je me suis retrouvé par rapport à ma vraie mission, où j'étais tout simplement hyper heureux. Hyper heureux parce que chaque jour je me levais, je me disais chaque jour j'avais une nouvelle mission en fait qui arrivait dessus. Donc c'est le destin. Je pense qu'il y a des grandes lignes dans un destin, mais on l'écrit notre destin. Donc on peut le changer. On peut faire un destin pendant 10 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans. On peut influencer sur son destin? Je pense qu'on peut influencer. Il y a des grandes lignes, mais tout n'est pas écrit. Je pense que les 3/4, on peut l'écrire. Donc quand quelqu'un dit... Il y a des moments de choix, la fameuse route, je vais à gauche ou je vais à droite, exactement. Où le train qui arrive, les portes s'ouvrent et tu montes dedans ou pas. Exactement. Ça, c'est ta liberté, quoi. Voilà. Alors, tu décides peut-être pas quand le train s'arrête dans ta gare, on va dire, mais c'est toi qui décides si tu y montes ou pas. Absolument. C'est ça. Voilà. On a le choix. On a le choix et ce choix est hyper important. C'est pas la chance, c'est pas les trucs comme ça, oui, on va voir ci, on va voir ça. Je ne crois pas à ça. Je crois vraiment aux décisions qu'on prend en permanence et les 3/4 du temps, on prend des mauvaises décisions. Donc le but, c'est d'arriver à changer en fait ce processus interne pour prendre de plus en plus les bonnes décisions et faire donc du coup les bons choix. Mais il y en a qui ont quand même des vies de merde. Il y en a qui vont démarrer la vie avec des parents qui seront maltraitants, qui continueront en ayant des problèmes de santé, qui finiront par être puis qui auront peut-être une existence sur certaines d'une 20 ou 25 ans et autres, et qui finiront il y en a qui ont des vies de merde, si je peux me permettre. Donc la capacité d'influencer et tout. C'est aussi un peu relatif, ça. Non, en fait, on peut tout changer. Pour moi, la vie de merde, on peut la changer. Et on voit souvent des personnes qui ont dit, comme tu parles de ce terme, des vies très difficiles. Au contraire, c'est souvent des tremplins magnifiques. Et d'autres personnes, nous, en effet, qui vont sombrer dans l'alcool, dans la drogue, dans la dépression. Mais on a ce choix. On a ce choix de changer les choses. Et c'est ça, aujourd'hui, la mission que j'adore faire dans le travail que je fais one-to-one, c'est de voir des personnes qui sont dans des cas très, très difficiles. Et plus c'est difficile, plus j'ai envie de dire, ça m'intéresse. Parce que je me dis, waouh, il y a un défi. Et il y a un défi, il y a un challenge. On peut changer les choses. Rien n'est défini. Du moment qu'on prend la décision de se dire, OK, je ne veux plus être ce que je suis maintenant, j'ai dit on a déjà gagné 80%. Quand quelqu'un vient me voir, me dit je veux plus être ce que je suis, je ne m'aime plus, je veux changer. OK, on y va, on fait un contrat de vie et on change étape par étape et on voit semaine par semaine. Toi, tu as la compétence d'entrer de manière intrinsèque dans la vie d'une personne, de dire ça c'est pas bon, faut sortir, ça c'est bon, faut garder, d'influencer comme un gourou le ferait, c'est-à-dire que c'est toi qui deviens le pilote. Dans un premier temps, dans l'étape de base. Je veux dire, je vais pas être un pilote, je vais plutôt guider la personne. Il faut que la personne soit son propre pilote, justement. Et quand on parle de gourou, c'est ça, c'est retrouver votre propre gourou à l'intérieur de vous, votre propre pouvoir. La personne qui va donner le pouvoir même à son thérapeute, ça marchera pas. Donc il faut qu'il retrouve en fait les rênes de sa vie. Donc moi je vais le guider sur des points d'accès, donner des références. En général, je suis pas trop gentil, je vais donner vraiment des points forts
pour faire réagir la personne, et puis après la personne, mais il y a la validation de la personne. La personne doit valider. Bien sûr, tout le temps. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit OK. Et tout le temps, on va voir jusqu'on peut pousser la limite pour justement évoluer et changer. C'est pas une énorme responsabilité quand même. J'entends de faire que les gens vont mieux. Oui, parce que... Non, mais j'entends d'arriver vers... Parce que finalement, on a tous eu des amis, on a tous eu des potes, on a tous dans notre vie, sans avoir l'ambition de vouloir aider. Bref, on a tous eu des histoires d'amour qui ont bien fini, mal fini, bien tourné, mal tourné. On a tous eu des moments où on a voulu aider, où on a voulu donner son avis, où il y a le pote ou la copine qui appelle en disant « Qu'est-ce que tu crois ? Est-ce que je dois le quitter ou pas le quitter ? Est-ce que je dois reprendre ou pas ?» Puis là, on fait un peu le psychologue à 2 balles. On l'a tous fait ça en disant « Écoute, moi je pense que ça c'est pas un gars pour toi. Je pense que non. » Et puis voilà. Puis tout d'un coup, t'apprends 10 ans plus tard qu'en fait ils sont depuis 12 ans ensemble, puis qu'ils ont 3 enfants, puis qu'ils sont très heureux, puis tu te dis ouais, c'est vrai qu'il y a 11 ans j'avais dit mais putain, mais quitte ce mec, zéro. Donc voilà, enfin on a tous fait un peu de ce genre là pour arriver à voilà. Alors, dans un cas comme ça, là, on va dans ces échanges qu'on a entre amis, on va toujours donner notre avis. Oui, en fait, quitte ce mec, etc., parce qu'on a, nous, une impression par rapport à notre ressenti, en fait, finalement. Qui est juste et qui est faux. C'est exactement comme tu dis, des fois, on peut complètement se planter. Là, on va pas aller dans ce sens. Le but, c'est que c'est la personne qui prenne elle-même cette décision. C'est de la pousser à trouver la bonne décision. C'est de la trouver qu'elle-même, elle va savoir ce qu'elle va faire. Donc, on va pas l'influencer sur notre idée. Comment tu arrives à la faire lire en elle-même? En fait, c'est pour que la personne se retrouve. Dès que la personne va se retrouver elle-même, savoir qui elle est, elle va savoir prendre les bonnes décisions. Les 3/4 des personnes ne prennent pas de bonnes décisions parce qu'ils fonctionnent avec un mauvais système de pensée. Donc la première chose qui va m'intéresser, c'est de faire changer ce système de pensée. Que je vais toujours arriver à définir, c'est que nous sommes aujourd'hui ce que nous sommes grâce ou à cause de notre système de pensée récurrente. Je travaille beaucoup sur tous les phénomènes quantiques au niveau du cerveau pour faire comprendre que tout ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ça. C'est des circuits imprimés dans le cerveau. C'est l'éducation, c'est ce qu'on a vécu, c'est les enseignements qu'on a eus, c'est l'école. Enfin, c'est tout ça mélangé, on est d'accord. Voilà. Alors, c'est tout ça, c'est tout notre trauma. Tout notre trauma, l'éducation, tout ce qu'on a reçu, c'est imprimé, c'est engrammé dans notre corps. Et puis du coup, nous réagissons plus avec un mode de pensée, mais nous réagissons avec un mode qui est dans le corps. Donc tout est faussé. Donc on réagit avec des faux automatismes. Et tant qu'on ne change pas ce système-là, on va avoir des pensées erronées. Et on fonctionne avec un système au niveau de notre cerveau, au niveau neuronal, qui est complètement fermé. On fait 95% les mêmes choses tous les jours, les mêmes pensées tous les jours. Donc on ne peut pas. C'est confortable évoluer. Ces habitudes. C'est confortable ces habitudes. Bien sûr. C'est rassurant, même si c'est pas bon pour nous, mais c'est rassurant. C'est la zone de confort. Ouais. Et dans la zone de confort, on ne peut rien faire. Ça veut dire que c'est seulement dans l'incertitude qu'on peut construire. C'est seulement dans l'inconnu que les choses existent. Donc dès qu'on s'entoure de notre protection, notre sécurité, on ne peut rien construire. Il faut être dans une sorte d'insécurité permanente. Alors, vous direz, c'est stressant, mais c'est uniquement comme ça. Donc dès que quelqu'un arrive avec une douleur, avec quelque chose qu'elle veut changer, qu'elle a cette insécurité, elle a ce ras-le-bol, là, on peut y aller. Et moi, je dis toujours, c'est dans un deuil, dans un divorce, dans un ennui, dans une maladie, que là, on peut commencer à se dire, OK, je peux changer, je peux faire quelque chose. Mais dès qu'on est dans son confort, on ne change pas. Finalement, dès que tout va bien, enfin, dès que ça se passe bien, qu'on croit que tout va bien, dès qu'on croit, là, on n'est pas du tout demandeur, effectivement. Quoi, absolument. Ouais. Moi, je dis toujours, la première mission de notre vie, c'est quand même le développement personnel, qu'on soit ouvert ou pas ouvert. C'est de travailler, quoi qu'il arrive, sur nous. Alors, si on le fait tôt, en général, on ne fait jamais tôt, il y a toujours vers peut-être 25-35 ans, mais pas avant, parce qu'on commence à avoir cette ouverture-là. Mais tant qu'on ne travaille pas sur nous, il n'y a pas ce but. Et il y a des personnes, en effet, à 80 ans, avant de mourir, tout à coup, ils se disent, tiens, j'ai des regrets, j'ai des remords, qu'est-ce qu'il faut travailler? Mais malheureusement, c'est souvent trop tard. Donc, cette première base, c'est ce développement à nous, cette expérience de vie, et c'est ça la base de la vie. Au-delà du reste, qu'on a besoin d'avoir beaucoup d'argent. C'est difficile d'en être conscient. C'est difficile d'en être conscient. De plus en plus, 20 ans, 30 ans, oui, mais c'est difficile d'en être conscient de cette ambition-là personnelle. Il y a plein de gens qui disent, ben voilà, moi je suis dans la place où je suis marié, j'ai 3 enfants, c'est mon job depuis 15 ans, voilà, je suis enfermé dans un truc, c'est bien beau de vouloir changer, mais c'est un immense effort, parce que intellectuellement, de dire ça peut plus, j'aimerais bien changer, oui, mais pourquoi, où on va, c'est pas évident ça aussi, parce que changer, pourquoi, voilà. Bien sûr, parce qu'on est dans cet inconnu, l'inconnu fait peur, et donc c'est vraiment une grande prise de risque, c'est pour ça que c'est toujours important de se faire guider. Il y a d'excellents thérapeutes autour qui peuvent justement guider la personne, l'accompagner pendant des semaines ou des mois, justement pour changer. Pour ça que moi je parle vraiment de ce principe de changement qui va se faire dans le présent.
Au-delà d'aller ressasser un passé pendant 10 ans ou 20 ans, ça va servir pas à grand-chose, à part nourrir un peu le mental. Par contre, d'aller dans le présent... Bon, mais les clés sont souvent dans le passé. Enfin, pour comprendre ce qu'on est aujourd'hui, il faut aller dans le passé. Pour comprendre, ou bien. On va dire oui. Ou pas trop longtemps. Enfin, oui c'est ça que tu dis voilà, un peu. Ouais. On peut mettre le doigt sur certaines choses. On peut comprendre qu'à cause de ce passé, nous sommes ça, d'accord. Mais c'est juste une notion qu'on doit mettre d'un côté. Maintenant, qu'est-ce que je fais maintenant concrètement dans le présent pour changer cette réalité? La réalité se change uniquement dans le présent, ni dans le passé, ni dans le futur. C'est souvent là qu'on fait l'erreur. Ça veut dire qu'on se projette dans un futur qui n'existe pas et on ressasse un passé qui n'existe plus. Et du coup, le présent n'existe encore moins. Et c'est là qu'il faut changer cette réalité, c'est qu'on a une possibilité dans cette partie multidimensionnelle de puiser dans ce champ des variantes de l'infini, de tout ce qui est au niveau quantique, des milliards de possibilités. Mais elles sont là, ici, maintenant, juste devant nous. Il y a une chose que tu as dit, je suis hyper heureux. Tu as dit, après, pour être hyper heureux. Moi, je ne sais pas ce que c'est ça. Parce que je comprends ce que veut dire être heureux. Ça, je vois bien. Mais hyper heureux, ça me fait un peu peur, dans le sens où, tu vois, c'est comme hyperactivité. Activité, c'est bien, hyperactivité, c'est pas... Voilà. J'ai dit hyper heureux. Ouais, t'as dit hyper heureux. Et hyper heureux, voilà, mais parce que c'est une certaine forme de jubilation. Parce que quand je te vois, je te connais un petit peu, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois, il y a cette fameuse attitude intérieure positive, contre vents et marées et tout. Des fois, on met ça aussi en doute, peut-être. On se dit que peut-être, des fois, à force de trop vouloir smile, et puis on se dit, mais attends, voilà, on peut pas sourire tous les jours, on peut pas rigoler tous les jours, on peut pas, voilà, c'est un peu, il y a des choses comme ça. Bien sûr, et même moi aussi, donc c'est pareil, je peux être très heureux, puis à un moment donné, je peux être le plus bas aussi, comme tout le monde, on a une vie. Si on est tout le temps au plafond, c'est faux. Quelqu'un dit tout va toujours bien, non. On a justement des hauts et des bas aussi, et c'est ça qui fait qu'on va rebondir. Mais l'idée quand même, c'est d'être hyper heureux, enfin dire très heureux le plus souvent possible, et de regarder autour de nous, tout est toujours positif, même si on le voit pas. C'est de vraiment d'être obstiné à chercher ce bonheur partout. Tu vois, je prenais un exemple, avant, je suis arrivé plus tôt dans ta belle région. J'aime bien toujours arriver plus tôt pour voir un peu, puis j'avais prévu du coup un peu plus de temps parce qu'il y avait tellement de conditions de neige difficiles hier, puis en fin de compte aujourd'hui il n'y en avait pas du tout. Et puis je suis arrivé donc au moins 2 heures avant, j'ai eu le temps de manger et tout. Et qu'est-ce que j'avais envie de faire? En plus il y a un rayon de soleil, c'est aller me balader dans la neige, aller me balader pendant 1 heure. Voilà, quelque chose c'est hyper simple, mais juste ça te rend hyper heureux parce que tu regardes, tu dis waouh, on est dans la nature, c'est magnifique. Tu vois, c'est ces petits éléments-là. Tu es indépendant, tu gères ton temps comme tu veux. Voilà. Tu as rendez-vous aujourd'hui, tu avais le temps. Il y a plein de gens qui travaillent cet après-midi qui auraient bien voulu aller se balader dans la neige pendant 1 heure. Mais ils doivent être au boulot et puis ils doivent bosser parce qu'ils doivent gagner leur vie et tout. Bien sûr. Tu vois, c'est aussi... Voilà. Alors, la base même, quand on parlait justement par rapport... Je parle beaucoup au niveau de l'argent par rapport au séminaire, comment devenir indépendant. Donc, comment devenir riche? Ça, c'est intéressant. Ça m'intéresse. Oui, alors comment devenir riche, mais pourquoi pas, mais comment, je dirais plutôt atteindre la liberté financière, parce que souvent on parle de l'argent, mais c'est pas bien, etc. J'ai dit, mais en effet, de devenir la plus grande richesse qu'on peut avoir dans la vie, c'est d'être indépendant. C'est d'avoir cette liberté financière. Ça a un prix. Ça a un prix terrible. En Suisse, enfin en tout cas, ça a un prix terrible. Partout, ça a un prix. Ça veut dire qu'il y a du travail. Ça veut dire que moi, en effet, je vais pouvoir prendre des demi-journées, voire des 2-3 jours d'un coup. Mais après, je vais aussi faire des semaines à 50, 80 heures ou 100 heures de travail. Et ça me dérange pas parce que j'adore ce que je fais. Mais en effet, c'est ça, cette liberté. C'est de se dire, peu importe le travail que je fais, c'est d'arriver à un moment donné à avoir une liberté pour pouvoir faire ce qu'on veut. Et c'est ça, là, je pense, quelque chose qui est important par rapport à ça. Eh bien alors, quelques notes de musique comme ça, et puis on continue de parler avec le très intéressant et passionnant Olivier Onsperger. On dit Onsperger parce que, tu vois, dans mon coin ici, on aurait dit Onsperger, mais on dit Onsperger parce que Genève, la France, tu vois, Paris voilà, et tout. Mais je comprends aussi l'autre version. Ah, c'est bien.
La libre antenne de Radio People avec Olivier Honsperger, enseignant spirituel, thérapeute, auteur. Cet éveil de conscience, élever sa conscience, prendre conscience de qui on est, de sa vie, voilà. Tu accompagnes les gens depuis une dizaine d'années, tu l'as dit. 20 ans. 20 ans. Et puis, alors, qu'est-ce qui se passe depuis, tu as dit 7-8 ans, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu as évolué? Parce qu'évidemment, l'accompagnement, puis à un moment donné, voilà, tu t'es mis, c'est quoi? La demande est toujours plus forte, est-ce qu'on devient aussi plus performant avec le temps? Enfin, on acquiert l'expérience, on affine ses dons, on les aiguise un peu? Bien sûr. Si je vois les premiers enseignements que je transmettais il y a 20 ans, on était vraiment dans le côté aller jusqu'au bout de vos objectifs. Vraiment, c'était des trucs très à l'américaine, qui n'étaient pas tellement spirituels, on allait forcer les choses. Et puis bon, moi j'ai travaillé sur moi évidemment aussi, je continue tout le temps à travailler sur moi. Et on s'est aperçu vraiment que la notion spirituelle était bien plus importante que juste écrire un objectif et puis aller forcer les choses. Donc du coup, en effet, ce changement se fait de chaque année. Et avec quelque chose de différent, avec un recul différent, et c'est ça qui est magnifique. C'est valable pour tout le monde. On est tous dans ce schéma un petit peu que on pourrait être plus performant, qu'on est dans notre zone de confort, qu'on a des intolérances par rapport à plein de choses, qu'on a des préjugés, des a priori, des croyances, des coutumes, des habitudes, et puis qu'on peut influencer. Ça concerne tout le monde finalement, ça. Ça concerne pas tout le monde. En fait, ça concerne toute personne qui veut changer sa réalité. Comme je disais, à peu près, on va dire que 50% des personnes n'ont pas envie. Peu importe qu'ils soient bien ou pas bien, n'ont pas envie, mais souvent parce qu'ils n'y croient pas. Ils ne croient pas qu'ils peuvent changer. Comme tu parlais avant, on a une vie de merde, etc. Ok, c'est comme ça. Je serai tout le temps comme ça, je serai toujours fauché. Ok, les personnes restent dans cette idée-là. Ils ont abandonné, en fait. Je dis, ils ont abandonné l'idée qu'ils pourraient changer une réalité, qu'ils pourraient être mieux parce que c'est comme ça. Voilà, donc la moitié, c'est pas pour eux, ils ne pourront pas. Ce sera peut-être une prochaine vie ou peut-être plus tard, peu importe, si on parle même pas de réincarnation, mais déjà plus tard dans une vie, mais voilà. Mais une autre partie des personnes, et de plus en plus, c'est ça qui est génial. Pourquoi de plus en plus? Parce que ça va de plus en plus mal aussi, d'une certaine manière, non, c'est pas lié à ça? Non, je pense pas que ça va de plus en plus mal, je pense qu'aujourd'hui, grâce à Internet, grâce à tout ce qu'il y a une libération de choses qui est absolument énorme. Ça veut dire que quand on voit ce plus de paroles libérées, enfin on exprime plus des choses, qui avant étaient plutôt cachés, enfin on les gardait pour soi. Quand ça va mal, on le garde pour soi, puis on dit que tout va bien. Parce que, non, il y a une évolution de société. Je vois aujourd'hui, même la méditation. Moi, je fais beaucoup de méditation dans les cours. On enseigne la méditation, quelque chose de fondamental, justement, pour changer. Moi, quand j'ai commencé les enseignements, quand je parlais de méditation, il y a même 20 ans, c'était très ésotérique. C'était, qu'est-ce qu'on fait? On se met comme ça, on se met en tailleur, etc. On n'en parlait pas tellement. Ah, tu médites? On regardait comme ça. Maintenant, des chefs d'entreprise méditent. Tout le monde médite. Quelque chose s'est ouvert. Il y a un déclenchement. Les personnes, c'est comme le yoga. C'est pareil. Tout le monde fait du yoga aujourd'hui. C'est devenu quelque chose de normal pour aller mieux. Je vois aussi dans les élèves que je formais tout au début, j'avais une catégorie de personnes qui s'ennuyaient ou des personnes New Age, etc. Maintenant, c'est fini. On a des avocats, on a des banquiers, on a des... C'est plus que les babas cool, quoi. Non, voilà, mais il y a aussi des babas cool. C'est pas négatif, mais je veux dire, on a toute personne dans la société, intégrée dans la société, tout à fait normale, qui recherche quelque chose de plus. Quand tu parlais de l'excellence, recherche une excellence dans leur vie, une performance. Rien n'est parfait, mais on peut performer les choses. On peut être meilleur dans une entreprise, avec ses enfants, dans sa famille, tout ça, on peut performer. La pire des choses, c'est de rester dans cette zone de confort. Donc, ok, c'est bon, ça va comme ça, aucune évolution. Donc aujourd'hui, de plus en plus de personnes ont envie d'être mieux, prennent cette conscience que c'est possible de changer les choses, que tout ce qu'on croyait qui était acquis, c'est faux. Et c'est pour ça qu'il y a une ouverture qui se fait depuis quelques années, depuis pas très longtemps, qui est juste énorme. Et c'est un plaisir de voir les changements qui se font sur des personnes qu'on aurait cataloguées des années, on peut rien faire, terminer. Non, au contraire, de voir ces évolutions, c'est un doux plaisir de voir comment on peut changer. Il faut libérer la parole. Avant, il y a 50 ans et tout,
il y avait ce qu'on appelait les cadavres dans les armoires, dans les familles. Il y avait des choses qui se sont passées, il y avait des choses tristes et tout. Puis on disait rien. Puis avant, il fallait serrer les dents. Enfin, il y avait une notion d'orgueil. On vous expliquait un peu ça, quoi. Les garçons surtout, hein. Tu dois être fort, tu pleures pas. Garçon, ça pleure pas. C'est les filles qui pleurent, hein. Je veux dire, si t'as une douleur, bah tu serres les dents et tout. Je sais pas, t'as perdu un enfant, voilà. Mais tu vas, tu t'enterres ton enfant, tu verses peut-être des larmes à l'enterrement. Puis après, tu reprends ta vie. Et puis tu intériorises ça. Puis à un moment donné, ça s'est libéralisé, on va dire, c'est-à-dire que la parole a été plus ou moins libérée, où on a commencé à dire, voilà, avec l'aspect psychiatrique, et ça a aussi une connotation un peu particulière dans l'esprit des gens, en disant, ça y est, faut aller voir un psy, ah non, mais moi je suis pas malade. Enfin voilà, c'est ça aussi. Enfin, si je vais voir un psy... On peut voir un psy si on n'est pas malade, voilà, exactement. Mais ceux qui vont voir un psy, ils sont malades, et moi je suis pas malade, et surtout moi je suis pas fou, parce que psychiatre égale folie, égale... Voilà, donc on a libéré cette parole, la communication. Il faut absolument qu'elle soit là, qu'elle soit présente. Ça va dans le bon sens, tout ça. Ou bien il y a peut-être certaines fois des excès justement d'exprimer tout le temps à tout va, comment je me sens, comment je suis, comment bien ou mal. Enfin, de perdre un peu comment je dirais, une certaine forme de contrôle de ce côté-là, en libérant totalement ses états d'esprit. Ah, je vais pas bien, mais c'est normal. Ou bien j'entends, voilà. Enfin. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis. Je te lance un peu 50 choses sur la table, comme ça tu tries, voilà. Voilà, je fais du tri. Non, c'est intéressant. Alors justement, l'avantage c'est qu'on exprime. De pas exprimer, donc de pas communiquer, de pas vivre ses émotions, il y a rien de pire. Donc il faut les vivre, il faut les sortir. Maintenant, il faut faire attention. Justement, d'exprimer des choses négatives, il n'y a rien de pire. Ça veut dire que les personnes qui vont se plaindre tout le temps, qui vont dire ça va pas, etc., ils vont attirer ça dans leur vie. Ça veut dire que si on n'est pas bien, qu'on a envie d'aller taper un bon coup de colère, c'est très bien. La colère est libératrice. Ok, on y va. On passe un mauvais coup, on le dit, ok, c'est libéré. Mais si on continue à rester dans cet esprit justement négatif, comme sont beaucoup de personnes, eh ben on continue à attirer ça. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ce fonctionnement, parce que la majorité des personnes se plaignent, la majorité des personnes regardent que des informations négatives, comme les journaux télévisés, hein, c'est exprès, justement pour baisser notre énergie, et passent leur temps à observer en fait cette énergie négative et l'attirer. Hein, j'en parle beaucoup au niveau de la physique quantique, ce que nous observons, nous l'attirons dans notre vie. C'est tout aussi simple que ça. La loi de l'attraction fonctionne comme ça. Donc, combien de temps... Avec les yeux, les oreilles, ce qu'on entend, ce qu'on voit... Déjà avec la pensée. Voilà, la pensée. On a 50 000 à 80 000 pensées par jour, donc c'est énorme. On ne peut pas avoir des pensées positives tout le temps, c'est impossible. D'accord ? Mais combien de temps, on a des pensées négatives. Est-ce qu'on en a d'autres? On en a 10 000. Est-ce qu'on passe des heures à les observer? Parce qu'en observant ces pensées négatives, en observant ce que nous ne voulons pas, en observant le mal de la société, la crise, tout ce qui se passe, les banquiers sont des salauds, les politiques aussi, tout ça, eh bien, qu'est-ce qu'on attire dans notre vie? On attire la même merde, on attire la même énergie. L'énergie qui est injuste, on l'attire dans notre vie. Et on dira, mais ma vie est injuste, tout ce qui m'arrive est injuste. Et ça, les gens n'ont pas encore compris ça. Enfin, de plus en plus, ils le comprennent. C'est pour ça que là, on doit être plus tolérant avec ça. Ça veut dire, qu'est-ce que j'observe? Est-ce que j'observe des choses que j'aime, des choses qui me plaisent, des choses qui me font envie, des choses qui me font sourire, qui me font jouir de plaisir? Est-ce que j'observe ça? Ou est-ce que j'observe le voisin qui crie, la société, etc., etc.? Combien de temps je passe ma journée à faire ça? Et je m'amuse beaucoup sur les pages Facebook où je regarde les personnes qui se plaignent. Je suis malade, c'est terrible, c'est ça. Mais ils attirent ça inconsciemment dans leur vie. C'est pour ça que d'exprimer, de surcommuniquer, c'est super, mais ça aussi dangereux. Donc il faut faire attention à ça. Et c'est ça, cette hygiène de pensée que je vais essayer de transmettre aux personnes pour changer ça. Je viens de dire un mot que j'interdis, et je me suis fait piéger moi-même. Est-ce que tu l'as entendu, ce mot? Essayer. Et ça, c'est un mot terrible. Et encore ce matin, je parlais avec une personne sur Facebook. C'est longtemps, elle va se reconnaître. Elle dit, je vais essayer de venir. Et j'ai dit, non. Ce mot, il soit est pas... tu décides que tu viens pas, soit tu dis je vais venir et je vais me débrouiller pour faire en sorte que je vois. Ce mot n'est pas dans le dictionnaire, il n'existe pas. Je vais essayer, c'est une non-action. En effet, soit je le fais ou je le fais pas. Voilà. Et c'est ça qu'on va faire, c'est vraiment de pousser à l'action les personnes pour changer leur réalité, mais pas par la pensée, mais par la pratique. Parce qu'en changeant de réalité par la pratique, ils vont voir quoi? Ils vont voir que leur réalité est en train de changer. Ils vont voir que ça marche. Puis quand ça marche et qu'on le voit par nous-mêmes, pas parce que quelqu'un nous a dit qu'il fallait faire comme ça, mais par notre propre expérience. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On y croit, parce qu'on voit que c'est vrai. Mais on explore un monde nouveau,
Oui. c'est dangereux. Quand je dis dangereux, pas physiquement, mais c'est dangereux parce que c'est un terrain vierge qu'on n'a jamais exploré. L'entourage, je pense, peut être déstabilisé Bien par sûr. ça, en disant mais attends, tu fais quoi là? T'as jamais fait? C'est quoi? Comment tu t'habilles? Tu t'es coupé les cheveux alors que t'as eu les cheveux longs pendant 20 ans? Enfin, des choses comme ça. Bien sûr. Voilà, des signes extérieurs comme ça, Alors- ou des comportements, des attitudes en disant non, mais laisse courir, quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Laisse courir? Mais avant, tu disais toujours non, ça, jamais, c'est faux, retenir. Des choses comme ça. C'est aussi, il faut, comment dire, ça vient à la base de la personne qui doit être, entre guillemets, prête à ça. Ça veut dire qu'il doit y avoir forcément quelque chose Une volonté. qui pousse une volonté. Il y a une Ça, volonté. c'est obligatoire. Et volonté, parce que ce que tu dis est intéressant, parce que, en effet, c'est dangereux. Si on pourrait dire ça comme ça. Quand tu vas commencer à changer, quand tu vas commencer à vouloir être quelqu'un d'autre, en fait, changer ce que tu n'aimes plus, eh ben, tu vas avoir énormément de révolte. Mais pas automatiquement de ton entourage, mais de toi-même. Ça veut dire qu'il y a une partie de ton ancien moi que tu es en train de détruire à l'intérieur de toi. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc il y a un combat qui se dit entre ce que je veux devenir et puis ma vieille habitude. Je prends un exemple. Quelqu'un qui a une tumeur. Ça fait 15 ans qu'il a une tumeur. Et puis on fait tout un travail pour enlever cette tumeur. Et bien il y a une partie du corps qui dit ben non, j'aimerais toujours ma tumeur. Mais c'est insensé parce que la personne elle n'en veut plus. Elle a plus envie de ça, elle veut être en bonne santé. Mais elle s'est tellement habituée, pas son mental, mais son corps s'est habitué à ça. Et le corps, il a gardé tout. Il a gardé tout en mémoire. Le corps, il enregistre tout. Tout ce qu'on fait, il enregistre. Et on s'aperçoit. Il y a aussi, ça c'est très important. Excuse-moi, je te coupe, mais oui, ça c'est très important. Voilà. Que le corps a une mémoire aussi psychique. Parce que les Bien gens sûr. disent, voilà, j'ai eu un accident de voiture, je me suis cassé la jambe à 37 endroits, j'ai été donc ma jambe est là les stigmates de cet accident. Oui, mais quand on se fait du mal, ou quand des autres personnes vous font du mal dans une histoire compliquée pendant longtemps et tout, le corps a une mémoire de ce mal psychique qu'on vous a fait. Je ne parle pas d'être tabassé ou d'être... mais de ce mal psychique. Et ça, c'est aussi très grave. Il faut aussi se préserver de ça. Parce que le corps qui emmagasine cette violence psychique qu'on a subie ou qu'on est en train de subir, on le repaye plus tard, on peut déclencher des maladies et des choses comme ça. Bien sûr. C'est juste plus ou moins comme ça. Si tu veux, le corps, il retient tout. C'est un enregistreur. Il retient tout ce que tu as eu, en fait, comme trauma, on va dire physique, comme ça, et psychique, mais pas seulement parce qu'on t'a tapé dessus, simplement aussi par rapport à tes pensées. Le corps, il a tout ressenti. Ça veut dire que, on dit souvent, il y a beaucoup de personnes toxiques. Moi, j'ai encore une personne qui me disait hier, avant-hier, il y a 3 jours. Où je suis sorti avec un mec, ou je suis sorti avec une nana qui était toxique. Qui est toxique, etc., etc. Et souvent, moi, je m'aperçois, je dis, mais ok, peut-être cette personne, on va dire, sans toxique, n'était pas la personne qu'il vous fallait. Et on s'aperçoit qu'en fait, souvent, c'est nos propres pensées qui sont toxiques. C'est nos propres auto-saboteurs, nos peurs qui font que ça va envoyer cette toxicité au corps. Et le corps, il va tout garder. Il va garder tout ce qui est emmagasiné. Et en fait, on s'aperçoit que la majorité de nos pensées ne sont pas des pensées libres, mais ils sont issus de ce qui reste dans le corps, du ressenti qu'on va ressortir du corps. C'est pour ça que là, il y a cette dualité qui va durer quelque temps. Quand on décide de changer, il y a encore ces vieux ressentis, ces vieux automatismes qui sont là dans le corps depuis des années, qui vont nous pourrir un peu la vie et qui vont faire que non, mais t'es pas à la bonne place, reviens comme ça. Vous voyez? Et il y a ça qui vient au début. Et puis petit à petit, on commence à tuer, on va dire, moi je parle de vraiment ces mots qui sont durs, on va tuer l'ancien soi, l'identité qu'on ne veut plus être, et là tout à coup, waouh, on s'aperçoit de quelque chose qui est juste génial. Et moi j'ai pris cet exemple pour moi-même. C'est légèreté. Enfin, quand tu dis waouh, mais je dis ça fait un geste. C'est un envol, oui. Il y a du poids, ça nous tire contre en bas. C'est un envol. Alors, justement par rapport à cette légèreté, je prends souvent un exemple. Quand on veut voir si une situation nous plaît, on peut se dire c'est bien, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Blablabla, blablabla. On ne saura jamais la réponse. Moi, j'aime bien jouer sur le poids. Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Quand quelque chose est difficile, une situation difficile, une relation, un endroit où tu dois aller, tu sens que ça plombe, ça est lourd, l'énergie est lourde. Donc qu'est-ce que tu fais? Soit tu vas pas, soit tu essayes d'alléger. Vous voyez, si moi je fais l'administration, genre de ça, pour moi ça pèse des kilos. Donc c'est lourd. Mais qu'est-ce que je fais? Je la fais ou je la fais pas? Si, je vais la faire quand même. Alors peut-être que je mets de la musique, je vais peut-être prendre un petit verre de vin avant, je vais essayer d'alléger pour le faire quand même, sinon je ne pourrais pas le faire. Voilà, ça c'est lourd. Maintenant, tu as une autre situation. Tu vas à un endroit et puis tu sens que c'est léger. Tu t'envoles. Waouh! Vous voyez, tu vois ce truc. Et dès que c'est léger, t'es en relation avec ton âme, t'es en relation avec ton chemin de vie, c'est ok, c'est bon. Et c'est ça qu'il faut rechercher toujours, c'est tout
tout doit être Donc on a léger. sa propre justesse. Quand tu dis c'est léger, c'est bon, par dans ton rapport à toi, ressenti, c'est individuel. Bien, Voilà, on a bien sûr, sa toujours propre individuel. justesse. Il y a Voilà. des personnes, ce sera très lourd. Il y a des gens qui disent, oh, mais moi, l'administration, je l'ai fait, j'adore ça. Ok, oh, bah, vas-y, tiens. Voilà. Ouais, tu as fait la mienne. Ouais. Tu vois, voilà, c'est toujours par rapport à son propre ressenti. Tu vois, mais c'est ça qui va faire cette différence. Et pour terminer ce que je te disais par rapport. On a tous ce potentiel-là en nous. Non, mais j'entends. Est-ce qu'on a à l'intérieur de nous, enfin, de manière intrinsèque, non exploitée, enfouie sous 1000 kilomètres peut-être, mais j'entends. Est-ce qu'on a tous en nous ces ressorts dont tu parles? Bien sûr, il faut le déclencheur. Mais plus ou moins grand. Enfin, excuse-moi, mais bien sûr, tout le monde a ce ressort, mais il faut un déclencheur. Il faut un déclencheur qui fait que ce ressort va se mettre en activité. Quand je fais ce travail, j'aime bien aller voir sur la partie multidimensionnelle des personnes. Alors ça, c'est le côté un peu plus ésotérique, mais on fait comprendre que ce que tu es aujourd'hui, c'est rien par rapport à tout ce que tu es au-delà de soi. Donc les personnes voient toujours leur corps, leur esprit, ce qu'ils ont fait, leurs études. Disent non, on a des parties bien plus importantes autour de nous. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est seulement quelques pourcents que nous connaissons. Développe-moi ça m'intéresse. Ouais. Alors, c'est assez complexe. Si tu veux, il y a en effet toute la partie multidimensionnelle. Ça veut dire qu'on vit sur plusieurs plans. Il y a la partie quantique où on a des milliers d'informations, des milliards d'informations qui sont autour de nous, dans notre corps. Et quand on va avancer dans ce travail-là, on va pouvoir puiser des informations sur toutes ces possibilités de champs informationnels qu'on a autour de nous qui peuvent venir dans notre vie. C'est-à-dire qu'on peut puiser dedans, on peut puiser d'une intelligence qui n'est pas automatiquement la nôtre, qui est une intelligence qui est infinie, des talents qui sont autour de nous, de toute la partie multidimensionnelle de tout ce qu'on fait. On vit sur plusieurs mondes parallèles. Donc ça aussi, c'est très difficile à croire, à comprendre, mais de plus en plus de scientifiques aujourd'hui peuvent démontrer qu'il y a toi ici, Philippe, en train de faire la radio, mais il y a un autre Philippe aussi sur un autre plan parallèle. Donc les scientifiques l'ont prouvé aujourd'hui, au CERN, ils font même ces études-là, qui fait peut-être le même travail que toi, mais peut-être qu'il a 3 enfants de plus, ou peut-être que si, peut-être ça. Donc on a plusieurs dimensions comme ça. Et quand on commence à s'ouvrir à cette partie-là, on va connecter toutes les parties en fait que nous avons autour de nous. Donc déjà avec une, c'est compliqué, mais on peut interférer avec ça, et on va prendre dans ce champ, en fait, ce champ quantique où il y a ces milliards de probabilités, ces milliards de chemins de vie, de possibilités de vie, on va choisir en fait l'expérience qui existe déjà. Et c'est ça que souvent aussi on ne comprend pas, c'est qu'on pense qu'on doit aller se battre pour aller réussir, pour chercher quelque chose. Non, cette expérience, ce chemin de vie est déjà là. Il faut juste nous vibrer à une fréquence qui va correspondre en fait, à ce chemin pour être placé dessus. Donc c'est ça là, cette partie un peu plus technique. Mais petit à petit, on va amener la personne à changer de fréquence. Pour moi, le travail, et notamment ce qu'on fait dans ce séminaire du 18 mars, c'est une élévation vibratoire. C'est augmenter ta puissance vibratoire, ta force vibratoire, ton rayonnement, pour arriver en fait à un état supérieur de ton être. Et c'est à ce moment-là que tu vas arriver à connecter d'autres parties qui sont là, de toi, qui sont bien plus positives, bien plus importantes, mais que tu n'avais pas accès avant, parce que tu restais dans une couche beaucoup plus basse. Donc, je pense que le but, avant tout... Comment on se rend compte de ça ? Comment j'entends bien la démonstration, comment on se rend compte de ça ? S'élever, le moi, le surmoi, enfin, on s'élève et puis on acquiert des choses supplémentaires. Comment on le réceptionne ça ? Alors, quelle est la conscience de la réceptivité ? Quand tu vas t'élever, tu vas avoir accès, en effet, à d'autres champs informationnels, d'autres informations que tu n'avais pas avant. Tu vas avoir accès à d'autres compréhensions que tu n'avais pas avant. Et tout à coup, tu vas recevoir ça. Tu vas recevoir ça comme une sorte d'intelligence infinie qui dit « mais pourquoi j'y ai pas pensé ?» Voyez, on voit très souvent quand les personnes vont se relaxer, ils vont dans la forêt, ils vont faire un sauna, tout à coup, waouh, il y a des idées qui arrivent incroyables, qu'ils n'avaient pas dans leur bureau. Parce que justement, ils ont lâché justement toutes ces tensions nerveuses, tout ce mental-là, et ils sont donnés accès à quelque chose de mieux. Quand vous allez faire du sport, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez libérer plein de produits chimiques depuis votre cerveau, et au bout d'une demi-heure, vous allez être bien, c'est le meilleur antidépresseur du monde, et en rentrant du sport, vous avez tout à coup, hop, des idées, quelque chose qui arrive tout seul, parce que vous avez lâché ces choses et vous avez monté d'un cran. En fait, ça, c'est un élément, mais il y en a beaucoup comme ça. En fait, on a l'impression qu'on pense toujours la tête, puis le reste du corps, c'est-à-dire qu'on pense que le reste du corps est en fait moteur, mais quand je dis moteur, se déplacer, prendre, enfin voilà, vivre, exister, respirer, poumons, oxygène, tout ce qu'on veut, estomac, manger, voilà, et puis que tout se passe dans la tête. Enfin, je veux dire, s'il y a des problèmes, s'il y a des solutions à trouver, tout se passe dans la tête. Et finalement, ce que tu es en train, depuis que je t'écoute, depuis un moment, finalement, c'est tout l'entier du corps
qui est en permet résonance. qui est en résonance par rapport au cerveau. Enfin, je veux dire, je dirais plus le cœur. En fait, la vraie émission se fait du cœur. Il y a une partie du cerveau, mais en effet, tout le corps est une antenne. Tout le corps a résonance avec tout. Donc, c'est vraiment un hologramme qui se représente dans l'univers et tout est en résonance avec. Donc, on reçoit des informations à part entière et on les expulse de cette manière-là. 52 lois, t'en as trouvé une 53e, là, t'en as créé une 53e. Ressors-moi le livre qui est juste là, puis montre-le. Ouais, celui-là, ouais. Voilà. Montre-le, voilà. C'est 52 lois magiques. C'est toi qui as écrit Les secrets de la vie. Ça fait un moment déjà que tu l'as écrit, celui-là. Oui, je l'ai écrit. Mon capitaine, c'est pas méchant comme remarque, mais non, ça fait un moment. Je l'ai écrit en 2013. Tu vois, hein. 2013, c'était mon 4e livre. Voilà. Alors, tu m'expliques ce qu'il y a là. C'est quoi ces 52 lois magiques? Alors, ces 52 lois, en fait, c'est des choses qu'on connaît. C'est des lois qu'on connaît, c'est aimer, pardonner, lâcher prise, etc. Mais très souvent, on les met pas en application. On dit oui, je connais ça, mais on comprend pas comment les mettre en application. Et le but de ce livre, c'est de faire chaque fois 52 lois, donc 52 semaines, une par semaine en fait, mettre une application concrète. C'est-à-dire qu'il y a un exercice pendant une semaine sur la loi d'aimer, de créer ses objectifs, de pardonner, etc. Et pendant une semaine, alors, il y a un exemple très bien, il y a une qui s'appelle rire. Bon, oui, rire, on sait ce que ça veut dire. Et là, je parle du rire, etc. Et je dis, dans cette semaine, il y a un exercice très simple à faire, c'est faites rire 3 personnes par jour. Bon. Alors, ça paraît simple, mais en fin de compte, on voit que c'est pas si simple. Parce que, est-ce que je vais les faire rire sur mon mur de Facebook? Est-ce que c'est dans la vie de tous les jours, etc. Et puis, du coup, on va se forcer à faire ça. Et puis on voit que, quand on commence à faire rire des personnes, quand on met ce sourire à la vie, ça nous apporte des choses. La loi paraissait très simple, on va passer à la loi d'après, et c'est dire merci. Alors, quand on passe à la loi d'après, on a vu que notre semaine était géniale, parce que on a vu qu'en faisant rire des personnes, ça apportait d'autres choses, donc on va continuer. On l'a vu, c'est concret, c'est acquis. L'idée, c'est la loi d'une semaine qu'on applique, c'est de continuer à l'appliquer, évidemment, et d'agrandir tout ça, puis d'élargir son... Voilà. Exactement. Et là, il y en a 52 comme ça. Celle de merci est magnifique aussi, parce que je parle de la gratitude. Comment on passe du travail au réflexiné? Quand tu dis... On lit, faire rire 3 personnes dans cette semaine, voilà. Puis après continuer. Comment ça devient, comment on passe de il faut pas que j'oublie que je dois faire, au instinctif de voilà. Non, alors il y a certaines lois qui vont plus nous parler que d'autres. Et puis des fois, 1 mois, 6 mois après, on va dire tiens, je vais rappliquer ça. Il y a des personnes qui reprennent des fois le livre 6 mois, 1 an après, puis disent tiens, ça c'était pas si bien intégré. Mais toujours, c'est un petit peu la même chose que je fais dans mes cours, c'est que la théorie ne sert à rien. Je veux de la pratique. C'est que l'action qui va faire que ça va changer. Il y a des personnes qui regardent des vidéos sur Internet, qui voient des cours à droite à gauche, qui lisent des livres comme ça, mais qui ne changent pas leur vie. Qui sont spectateurs, en fait. Qui sont spectateurs, qui absorbent l'information, on va dire, en disant oui, ça c'est génial et tout. Ils connaissent tout. Moi, j'ai des personnes qui connaissent tout, ils connaissent beaucoup plus que moi. Mais leur vie n'évolue pas, parce qu'ils n'ont pas pris la décision de mettre en application les choses. Donc du coup, ils ont une connaissance intellectuelle magnifique, mais leur vie n'évolue pas. Donc c'est pour ça que la base même, c'est d'appliquer les choses. Mettez en pratique ce que vous voyez, ce que vous entendez aujourd'hui, que vous voyez dans un autre reportage Internet. Mettez en pratique tout de suite. Parce que c'est en mettant en pratique que vous envoyez une information à votre corps et que vous modifiez neurochimiquement. C'est uniquement comme ça que vous allez vous modifier. C'est en mettant une action et rien d'autre. Et ce qu'on fait dans le séminaire du 18 mars, c'est pareil. On va faire énormément d'exercices qui vont continuer pendant 21 jours. Chacun va partir avec des exercices à faire. Maintenant, on a fait aussi des audios d'accompagnement pour que les personnes, tous les jours, puissent continuer à changer cette réalité. Et c'est vrai qu'en 3-4 semaines, ils changent quasiment toute leur réalité parce qu'ils ont mis une action. Mais de lire des livres, d'écouter des conférences, de ne pas changer les choses, ça ne sert à rien. Et ça, depuis le début, et j'ai vu au début, quand je faisais des conférences sur l'attraction, il y a 15 ans en arrière, c'était des échecs totaux. Ça ne marchait pas. Les gens sortaient super motivés, et je les revoyais 2-3 mois après, avec la même vie. Et j'ai dit, peut-être que j'ai mal enseigné. Qu'est-ce qui se passe? En fin de compte, je m'apercevais que je donnais des belles théories, mais qu'il n'y avait pas d'application. Il y a aussi action-réaction. C'est-à-dire que c'est bien beau, une belle action, une bonne action, une des lois qu'on veut appliquer. Mais après, il y a la réaction en face. Et ça, c'est pas évident à gérer, parce que on n'est peut-être pas sur le même état d'esprit,
parce qu'on peut avoir un conjoint qui dit, je veux dire, tu te mets à faire quoi? Enfin, je veux dire, Bien sûr. c'est quoi ces conneries? Tout d'un coup, tu te mets à vouloir, enfin, et on est influencé. Et c'est pas évident. Je veux dire, de vouloir casser le moule, de vouloir casser les choses, ça passe par peut-être pas mal de dégâts ou pas mal de changements qui sont pas forcément des fois, j'ai envie de dire complètement maîtrisés, complètement réfléchis. Si on prend l'histoire du couple, si on prend l'histoire justement, si on prend l'histoire du couple, je veux dire, je pense quand on dit un mariage sur deux finira par un divorce, mais je pense que dans les 50% des gens qui restent ensemble, on pourrait aussi aller mettre le doigt en disant mais là, attendez, c'est ça qui s'est passé depuis 15 ans, faites le bilan. Moi, je serais vous, je partirais. On va dire intellectuellement, avec un raisonnement qui tiendrait la route. Mais, et ça se fait pas, et tant mieux. Enfin, voilà, quoi. C'est aussi subjectif. Je veux dire, où est la mesure dans tout ça? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui détermine à un moment donné? Où est-ce qu'on dit stop? Et pourquoi, il y a finalement, il y a dans la nature humaine, je dirais justement, il y a des gens qui n'arriveront pas à influencer tout ça ou à changer tout ça ou qui essayeront et puis qui pourront pas changer de manière intrinsèque ce qu'on leur a. Quand on dit tout se joue avant 7 ans. Dans une vie, dans l'impression, dans l'éponge qu'on est un enfant, et puis que si on a reçu beaucoup d'amour, on va retranscrire peut-être beaucoup d'amour, puis si on n'en a pas reçu du tout parce que on peut réparer, c'est-à-dire qu'on peut changer. Il y a des personnes qui ont pas reçu d'amour, donc ils savent pas donner justement parce qu'ils n'ont pas reçu, mais s'ils ont compris justement ce problème-là, on peut réparer, on peut changer dans ce moment présent. Ouais. On peut le changer. Mais il faut en effet cette volonté. Et comme tu dis très justement, les personnes vont souvent se confronter à des difficultés. Parce qu'on est, quand tu dis, comment dire, moi j'aime bien, parce que je suis très, on va dire, liberticide, dans le sens, la liberté, quoi, j'entends, voilà, tu me connais un petit peu, tu sais, voilà, j'aime bien être seul, autonome, et puis libre de faire comme je veux, ça j'adore. Mais à un moment donné, on a son seuil de Peters, enfin j'ai envie de dire, pour prendre un exemple, pour expliquer, voilà, en 2 mots, mais je veux dire, on peut pas The King of the World, c'est bien beau de voir DiCaprio à l'avant du bateau avec voilà, mais j'entends on n'est pas les rois du monde. Je veux dire c'est bien beau l'enthousiasme, c'est bien beau l'énergie, c'est bien limité. Non, mais j'entends mais c'est bien beau l'envie, mais je veux dire il y a quand même pas mal de murs dans lesquels les murs c'est des croyances. Les murs c'est des croyances. Tous les murs, on peut les faire tomber. On peut tout faire tomber. Oui. On voit les personnes qui sont allées tellement plus loin que je t'entends bien. Je t'entends bien. Et je t'entends bien dans le sens de dire que finalement, même si on pensait être 1 mètre plus haut, puis qu'on est monté que 10 cm, c'est toujours 10 cm de plus que là où on était. Ça, j'ai bien compris la réponse par rapport à ce que je dis. Mais moi, je reste sur mon truc, dans le sens où, moi, j'ai 52 ans, autour de moi, dans toute ma vie, j'ai eu ce que j'appelle des planeurs. J'ai eu des gars qui ont dit « je vais faire un super truc. Waouh, ça c'est génial, je vais y aller, je vais me lancer. » Voilà. Péter la gueule. Pourquoi? Alors ça, 1000 raisons. Okay. Bonne, mauvaise, inexpérience, s'est fait avoir, avait un associé à la con, c'est lui qui a bossé, il a pris le fric. Okay. Voilà. J'entends, voilà. À un moment donné, j'arrive aujourd'hui, quand tu me dis non mais allons-y, dépassons, changeons, vas-y, tu veux faire de quoi? Tu veux faire de Radio People la plus comment dire, la radio la plus écoutée de Suisse? Mais laisse tomber, jamais, impossible. Essayez, ça me dérange pas le chemin, je comprends bien, parce que entre un point de départ et puis un but, c'est pas forcément que d'atteindre le but, c'est aussi le chemin parcouru qui est aussi important. Non mais c'est pas forcément parce qu'on n'a pas atteint le but qu'on a tout perdu. On n'a pas perdu. Non, le but c'est le chemin. Voilà. C'est dans le chemin. C'est aussi le chemin. C'est pas la fin. Donc moi je suis d'accord, mais on peut pas être dans une béatitude de dire il suffit de vouloir. Enfin, il suffit de le vouloir et d'essayer pour y arriver. Ça je suis pas tout à fait d'accord. C'est juste là. Voilà. Alors. En fait, si tu veux, c'est pas le but d'atteindre la chose la plus haute. C'est le but d'être heureux dans ce qu'on fait de nouveau. Donc, est-ce que d'être radio numéro 1 en Suisse, est-ce que c'est quelque chose qui te rendrait immédiatement heureux? Rien à foutre. Ouais. Non, c'est très important. Pour répondre très Voilà, justement. Non. Donc c'est pas ton but, c'est pas ton but qui est relié à ton âme. Par contre, d'être heureux dans ce que tu fais, d'être libre dans ce que tu fais, d'avoir l'excellence dans ce que tu fais, et ce qui est justement très bien. Total. Ça te nourrit. Oui. Donc c'est pour ça que mais par contre, on pourrait dire, si on prend tes théories du début de notre conversation, on pourrait dire, mais finalement, t'es dans ta zone de confort. Mais non. T'es dans ton studio, t'es chez toi, tu fais ta radio pour toi, t'es heureux. Alors moi je suis heureux. Je reçois les gens que j'aime bien et puis que je
je vais à mon micro. Moi, j'ai construit ça. Ça s'est construit. Oui, mais alors, c'est pas tombé. Ça m'est pas tombé dessus. Attention, Mais tu es maintenant dans cette zone de confort, mais tu n'as pas toujours été. Tu es arrivé maintenant. ah oui, tu as construit il a fallu ça. construire pour y arriver, bien sûr. Donc, il y a eu tout un chemin qui fait ça. Oui. Mais de toute façon, tu vas à un moment donné aussi ressortir de cette zone de confort. Parce que même si tu aimes ce que tu fais, et je te vois heureux là-dedans, ça me fait super plaisir de te voir, mais peut-être dans 5 ou 10 ans, tu diras, mais bon, ok, c'est bien, mais maintenant j'ai envie je comprends, d'évoluer. ouais. Voilà, j'ai Et du coup, tu vas franchi un palier, sortir de j'ai ça parce exploité que ce palier, tu auras fait tout le tour. Alors là, tu pourras aller plus loin. Ouais. Tu pourras aller plus loin, tu pourras sortir de cette zone parce qu'il y aura peut-être une incertitude, il y aura autre chose. Donc, c'est Ou une ça, envie cette évolution. supplémentaire, Ou une envie supplémentaire. de construire Voilà. les interviews différemment. Donc, puis exactement. voilà, ouais. Donc le but, c'est pas d'être numéro 1, d'être la meilleure radio. Donc ça va pas fout. si mal, docteur, si j'ai bien compris. Comment? Je vais pas si mal, docteur. Oui, si tu je- ne vas pas trop mal. Ah bon, alors ça va. Merci, Non, docteur. mais tu vois, le but, c'est de pas Ouais. d'être numéro 1, d'écraser les autres. Ça, c'est du nouveau, c'est de l'intérêt qui est nul qu'on a quand on a 15 ou 20 ans. Mais le but, c'est d'être en accord avec ce qu'on fait, d'être en accord, d'être tellement heureux dans ce qu'on fait qu'on, waouh, c'est ça cette béatitude. Dans le moment présent. The right man at the right place. Tu vois, quand on maîtrise pas l'anglais, c'est bien fait. On devrait pas se lancer. Mais je me lance quand même parce que j'ai pas T'as peur. raison. Mais d'être en phase avec ça, ça devrait être quoi? Pour tout le monde, une espèce, d'une certaine manière, le but de la vie de tout le monde, qu'à un moment donné, peut-être pas forcément à 20 ans, parce que on se cherche tous, puis on n'est Bien pas sûr. construit, voilà, mais qu'à un moment donné, on se dise, ben voilà, là je suis en phase, là je suis bien et tout. Ça devrait être une espèce d'ambition lambda, commune à tout le monde. Alors, en fait, il faudrait toujours être à la bonne place à chaque moment. Maintenant, bien sûr, à 20 ans, à 30, 40 ans, 50 ans, c'est pas pareil. Mais à chaque moment, si on est dans la bonne place, parce que de toute façon, on est à ce moment-là par rapport de nouveau à nos pensées, par rapport à nos schémas de vie, on est toujours dans la bonne place, on est dans les bonnes relations. On dit, ah, mais non, c'est pas la bonne relation. Si, on est dans la bonne relation par rapport à ce que nous sommes maintenant. C'est peut-être pas ce qu'on veut, mais par rapport à notre état de pensée, c'est toujours juste. Comment ça se fait que la société te juge toujours quand tu sors du créneau, quand tu sors du mouton, du troupeau de moutons, quand tu te mets, voilà, pourquoi automatiquement t'attires, alors peut-être, je vais être gentil, 50% de gens qui vont t'envier en disant, waouh, ce qu'il a fait c'est génial. Puis 50% d'autres gens qui diront, oh, putain, quel con, machin, enfin, ce qu'il a fait c'est nul ou c'est zéro. Enfin, pourquoi automatiquement il y a réaction? Enfin, il n'y a pas solidarité, mais il y a réaction. Pourquoi? Parce que ça remet les autres à leurs propres conditions. Enfin, je veux dire, tiens, lui, il fait quelque chose de différent, moi j'ai pas eu le courage, donc finalement, je préfère le rabaisser pour le remettre à mon niveau plutôt que de dire c'est génial s'il a fait machin. Tu vois. Alors, c'est quoi ça? En fait, ça a toujours été comme ça. C'est toujours cet inconnu qui fait très peur. Donc en fait, il y a un moule, quelque chose est construit, et on doit être dans ce moule. La société fait ce moule-là. On doit se marier à tel âge, les enfants à tel âge, telle étude. Et en Suisse, c'est très difficile, parce qu'en Suisse, il y a cet aspect de si j'ai pas réussi, je suis rien du tout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de taux de suicide qui est énorme en Suisse, à cause de ce côté isolation qui est scandaleux en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a ce moule-là, et on n'ose pas sortir de ce moule parce qu'il y a cet inconnu. Il y a cet inconnu, et dans cet inconnu, on ne sait pas ce qui va arriver. Pour rappeler la petite histoire, par exemple, des trains, quand ils ont commencé à faire les trains, les chemins de fer, il y a eu des révoltes dessus parce que tout le monde pensait qu'à partir de 50 km/h, on ne pourrait pas respirer, que tout le monde allait mourir. Chaque fois qu'il y a des nouvelles inventions, de nouvelles choses, les gens ont peur de ça. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui osent, puis on leur dit non, vas-y surtout pas, puis après, ah ben tiens, t'as bien fait. Mais ça a toujours été, ce sera toujours comme ça. Qu'est-ce qui crédibilise la réussite de quelqu'un qui sort du rang? C'est l'argent? Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que la personne qui fera quelque chose de, voilà, si tout d'un coup elle gagne beaucoup d'argent, automatiquement, je parle par rapport au troupeau des moutons, on dira, ah ouais, bon, lui, ce qu'il a fait là, c'est fou. Ouais, mais putain, il a gagné du pognon. Est-ce que ça, ou bien on dit, voilà, il fait ce qu'il veut, ouais, mais il n'a pas un rond, enfin voilà. Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Alors en Suisse, ça fonctionne beaucoup. Il y a des croyances aussi comme ça. Oui, beaucoup comme ça. C'est vrai que l'argent dit, bah, c'est de l'argent, c'est que tu as réussi. Et puis, mais ça commence aussi un peu à disparaître. Moi, ce que je cherche vers les personnes, quand je m'en Parce que, juste petite parenthèse, oui. Ma radio ici, hein, peut-être dedans, hein, plein de gens, ah oui, mais tu gagnes du pognon? Tu vois, c'est pas du tout. Attends, c'est pas. Mais t'es heureux de faire ce que tu fais. Non, c'est pas ça. Exactement. Mais tu gagnes du pognon. Ouais, exactement. Et des fois, pour rire, je dis, bah ouais, moi je vis de ça. Voilà. Ah ouais, cool. Ah, tu dois t'éclater. Oui. Ouais, mais vous avez pas compris. La question, c'était pas, je fais de la radio, donc je vais m'éclater. C'est, je gagne du pognon. Ah, tu dois t'éclater. C'est ça que des fois qui est un peu particulier. Absolument. Non, c'est vrai que moi, quand j'ai changé et j'ai commencé à travailler en tant que thérapeute, tout le monde m'a dit, mais
alors tu vas gagner beaucoup d'argent. Puis j'ai dit, non, justement, j'ai changé, ça n'a rien à voir. Et c'était plus du tout le but que j'avais avant. Et en effet, il y a toujours cette image de ça. Mais moi, ce que je vais toujours voir chez les personnes, je dis, mais en effet, est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es heureux? Peu importe que tu aies de l'argent, voilà, cette première base, est-ce que tu arrives à te lever tous les jours? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est quoi le bonheur? C'est quoi être heureux, le bonheur? Le bonheur, c'est... En 3 phrases pour dire, mais j'entends. Non, mais c'est quoi? C'est être en harmonie avec ce qu'intrinsèquement, on choisit pas intrinsèquement ce qu'on est. On choisit pas ses parents, sa génétique, son hérédité, on est d'accord. On choisit pas les premières années de sa vie, qu'est-ce qui va nous arriver sur la figure, les parents qu'on a, maltraitants, aimants, enfin tout ce qui se passe dans la vie, on le choisit pas vraiment. La capacité de réaction, et elle n'est pas à 1 année, à 2 ans, à 3 ans, elle vient après. On est d'accord. Donc, ce qu'on subit là, voilà. Comment on peut le maîtriser et puis essayer de s'en défaire? C'est changer ce système de pensée. Et le bonheur, pour résumer, ça serait loin à définir, mais c'est se lever le matin et d'être content de cette nouvelle journée qui va arriver. Et de se dire qu'on peut la créer. Qu'on peut créer cette journée. Donc ça, c'est déjà aussi difficile. On peut influencer dans chaque journée. Complètement. Et si vous démarrez vos journées et vous voulez créer cette journée de cette manière-là, mais que vous y croyez, vous allez la créer. Donc le bonheur, c'est déjà cette ouverture. J'avais vu une phrase qui disait le plus beau cadeau qu'on a le matin, c'est d'ouvrir nos yeux. Tout est magnifique, c'est de dire waouh, on voit, on entend. Je suis toujours vivant, ou bien je suis toujours vivant. Enfin non, mais tout à fait. Pas dire toujours vivant, mais oui, merci la vie, d'être reconnaissant. On est reconnaissant de la vie quand les choses vont pas bien, puis qu'on s'en sort. Et je dis justement dans la physique quantique, la gratitude, c'est pas d'avoir la gratitude pour ce que nous avons, c'est la gratitude pour ce que nous n'avons pas encore. Et c'est quand on commence à ressentir des choses que nous n'avons pas encore qu'on va transmettre à notre corps en fait des produits chimiques du cerveau qui vont nous changer neurologiquement. C'est uniquement à ce niveau-là. Et on fait l'inverse. On a besoin de voir les choses pour se dire « ok, ça me plaît », mais c'est l'inverse. C'est de commencer à préparer le corps, à ressentir comme si l'expérience que nous voulons avoir était déjà là. Et à force de le faire, le corps, il va prendre la mémoire que la vie est magnifique. Et du coup, on va avoir cette vie magnifique. Il n'y a pas de différence, ça c'est important, il n'y a pas de différence entre une expérience que tu fais physiquement et une expérience que tu penses. Tu envoies les mêmes informations dans ton corps. Donc si tu as une expérience d'un trauma qui t'a fait du mal à ton corps, et si après, pendant des années, tu penses l'inverse, et que tu transmets des millions de pensées à ton corps, à l'inverse, quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour, et qui va penser qu'il reçoit de l'amour. C'est bizarre, mais il va le penser. Il va complètement inverser, en fait, ce trauma. Et du coup, son corps va être perméable, justement, à recevoir ce qu'il n'a pas reçu. C'est pas un peu Canada Dry? C'est pas un peu un effet placebo? Bien sûr, l'effet placebo, c'est magnifique. Parce que amour que je n'ai pas reçu, et là, tout d'un coup, je me mets à penser que je reçois plein d'amour, qu'il y a des gens qui m'aiment et tout. Alors, c'est pas penser, c'est ressentir. Oui. Penser ne sert à rien. Voilà, d'accord. C'est qu'est-ce que ton corps... en ressentant, qu'est-ce que ça produit dans ton corps? Si t'es seul dans cette période de vie, et que tu dis, j'imagine faire l'amour avec une femme, tu fais appel à tes souvenirs, tu dis, oui, c'était ça, et tout ça, génial. Tu te fais un machin, à la limite, tu te masturbes si tu veux, pour aller jusqu'au bout de la théorie. OK. Puis, tu peux vivre ça, puis tu dis, bon, ok, d'accord. Puis, tu retrouves une nouvelle compagne, tu fais l'amour avec, et tu te dis, les 3 mois, 4 mois, 6 mois, où je me disais, je te prends dans les bras, je ferai ci, et puis le faire vraiment avec une vraie personne, ça n'a rien à voir, Olivier. Bien sûr, ça n'a rien à voir. Non, mais alors, j'ai bien compris. Tu te fais plus de bien à penser positif qu'à penser mal. Ok, mais pour aller sur ta théorie exactement là, excuse-moi, mais c'est un peu ersatz. Enfin, c'est un peu light. Non, mais ça n'a rien à voir. Mais d'avoir ressenti... Alors, c'est pas l'histoire de faire l'amour, la jouissance, de choses comme tu prends. C'est un exemple. Mais c'est qu'est-ce que ça te provoque? Qu'est-ce que ça provoque en toi de serrer cette personne dans les bras ou d'avoir cette relation? Qu'est-ce que ça provoque en toi? Qu'est-ce que tu ressens en toi? Et c'est ça qu'il faut rechercher. Et quand tu vas ressentir en toi, peut-être, je sais pas, ça peut être de la confiance, ça peut être plein de choses qui vont arriver.
Et c'est ce petit truc-là, à force de le penser, à force de méditer, qui va faire que tu vas attirer la même chose. La personne qui est dans le rejet, justement, qui est seule et qui est dans ce rejet, dans cette solitude, mais qui est négative, qui est triste, qui est normal dans un cas comme ça souvent, eh ben, va attirer exactement cette même énergie. Alors c'est pour ça que c'était difficile à le mettre en théorie et le mettre en pratique. Il y a un énorme fossé. Mais c'est d'arriver à conditionner en fait son corps avec des pensées différentes en fait de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est de voir en fait qui n'existe pas encore. C'est de ressentir ce qui n'existe pas. C'est de voir plus grand que nous ressentons maintenant. Imagine par exemple la personne veut beaucoup de richesse et est dans un appartement affreux avec le train qui passe et tous les jours elle voit cet appartement, mais comment elle va pouvoir ressentir ce qu'elle n'a pas, ce qui est normal? Alors c'est là qu'elle va devoir travailler, peut-être mettre des posters dans sa chambre, mettre des choses, d'essayer de voir une autre dimension que ce qu'elle voit là, d'être contente de ce qu'elle n'a pas encore. Et à un moment donné, en restant dans le même contexte, on est bien d'accord. On est bien d'accord, voilà, parce que dès que tu arrives justement à voir plus grand que ton environnement, plus grand que ta situation, dès que tu arrives à mettre de la compassion pour une situation absolument terrible, ça veut dire que tu as évolué. Ça veut dire que tu es en train de te regarder différemment. Ça veut dire que le décor autour de toi, qui est noir et blanc, est en train de se transformer en couleur. Jusqu'au moment que tu répètes. Ça prend des semaines, ça prend des mois, ça prend des années. Tu répètes ça. Et à un moment donné, finalement le train de l'autre côté de la fenêtre disparaît. Où tu l'entends beaucoup moins. Non, mais c'est moins le truc. Chaque fois qu'il passe, putain, ce train. Non, mais ce qui va se passer, c'est que tout à coup, quelques mois après, on te fait une offre pour un appartement avec un jardin. C'était pour toi. Je sais pas pourquoi, c'est pour toi. Parce que tu vibrais déjà dans cet appartement avec jardin. Tu le pensais, tu le voyais, tu le ressentais. Tu entendais les fleurs. Non, tu n'entendais pas les fleurs, mais tu voyais les fleurs, tu entendais dire les animaux. Quand tu as les fleurs, c'est de la bonne. Hein. Voilà, on voit comme on est là. C'est parce que tu as mis dans ton eau. C'est l'autre Sainte-Croix. C'est l'autre Sainte-Croix, voilà. Mais tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de vibrer ce que tu n'avais pas encore. Et tu l'as tellement pensé que ton corps, il l'a mémorisé. Et vu qu'on expliquait le corps, il aimait autant que le reste, mais à un moment donné, on va te faire une résonance avec cette fréquence-là. Mais pour que ça marche, il faut le faire tout le temps, en permanence. Quand je dis on a 80 000 pensées par jour, il faut avoir des milliers de pensées pour ce changement, et à un moment donné, on le provoque. Voilà. C'est aussi simple que ça, mais c'est aussi difficile à appliquer. Raisonnons ensemble. Résonance.
La libre antenne de Radio People avec Olivier Onsperger. T'as vu, j'ai mis de la musique un peu relaxante, un peu planante, un peu voilà. Trop là, non, c'est bien. C'est vrai, trop? Non, non, d'accord. Avant, c'était un peu dynamique. Rassure-moi, à la maison, tu t'aimes... moi, j'aime bien. Ah ouais, très très marrant parce que moi, je mets beaucoup de musique planante, évidemment, dans tout ce que je fais. Voilà. Et à la maison, je mets de la danse, des machins comme ça parce que voilà, j'aime bien aussi avoir. Puis t'organises beaucoup de soirées avec les amis, j'ai vu sur Facebook. Attention, si vous êtes. Mais attention, ça, c'est pas le profil public, c'est le profil perso et autres. C'est bien. Est-ce qu'on a beaucoup d'amis? Est-ce qu'on a plus d'amis? Est-ce qu'on a plus... Voilà. T'as un peu deux vies, t'as un peu eu deux vies. T'as eu une vie axée un peu sur le business et sur recentrée un peu sur toi-même. Et puis t'as une vie maintenant, voilà. Est-ce que, au point de vue de l'entourage, au point de vue de la vie sociale, au point de vue des amis, est-ce que ça élargit complètement le cercle? Ton attitude, ton parcours? Bien sûr, parce que de toute façon... Ce que je vais chercher, c'est toujours être dans le chemin du cœur. T'aimes tout le monde, quoi. Oui, mais ça veut dire que autant je voyais la vie que j'avais avant, ce que j'étais avant, j'étais dans cette partie superficielle, j'ai besoin d'être dans cette partie extérieure. Et là, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans cette partie, qui sont authentiques, qui sont vrais, dans ce cœur-là. Donc en effet, dès qu'on est dans ce travail-là, on a beaucoup d'amis, mais qui vont être... Mais il faut qu'il y ait un dénominateur commun, quand même. Il faut qu'il y ait cette sincérité. Enfin, toi, les gens fermés et tout, ben voilà. Non, quoi, pour moi, je dis, quand quelqu'un me dit, mais est-ce que c'est pour tout le monde, justement, de faire ce travail? Je dis non, c'est seulement pour ceux qui ont cette ouverture d'esprit. Cette ouverture du cœur, évidemment, mais d'esprit. Donc, dès qu'on a une ouverture d'esprit, on peut tout changer. Mais dès qu'on est arrêté sur quelque chose, on peut rien faire. Finalement, on a le droit. On a le droit d'être arrêté. Bien sûr, mais simplement, voilà, c'est pas... mais il n'y aura pas d'évolution possible. Voilà, ouais. Donc, c'est pour ça qu'après, les amis vont être sur cette ouverture-là. Et puis, l'amitié, c'est quelque chose de juste magnifique. Bah oui, c'est beau ça. Surtout quand on échange et qu'on partage comme ça. Ah oui, le 18 mars prochain, donc au Miles Davis Hall, au centre des congrès de Montreux, sont attendus. Il y a de la place pour tout le monde. Comment? On est d'accord, ouais. Comment on fait si on est intéressé pour participer à ce séminaire? Donc il y a déjà un site internet où on peut avoir toutes les informations sur ce séminaire. Le site internet c'est? Alors c'est latriade.ch, donc ensuite latriade LA trait d'union au milieu. triade.ch. Donc voilà, et là vous faites coaching quantique et vous pouvez donc vous inscrire directement depuis le site. Il y a une plateforme avec Ticket Corner, vous pouvez vous commander directement vos places. Voilà. Puis on participe à cette journée. Ça commence à 9h30, c'est ça? Jusqu'à 20h. Voilà. Ouais. C'est ça. Qu'est-ce qui va se passer dans cette journée? Qu'est-ce que tu proposes? Raconte-nous tout depuis la première minute où on va mettre le pied dans cette salle. Alors, c'est une immersion totale. C'est que dès qu'on commence, on va être en mouvement. Parce que le but, c'est vraiment d'être en mouvement dans cette énergie. Donc, il y aura plein d'aspects très différents. Il y aura d'abord un aspect qui est un peu basé sur l'humour. Ça veut dire que j'ai pris les points les plus importants sur l'ego, sur l'argent, etc. Et puis, j'ai commencé, c'est comment ne pas attirer ce qu'on veut. Enfin, c'est vraiment d'aller chercher l'inverse, de chercher le problème. Justement, la partie négative, ça veut dire, voilà, vous mettez plein d'ego, puis vous avez toutes vos relations à feu. Donc, je suis parti sur l'inverse, parce que souvent, ça nous parle. On dit, tiens, mais oui, moi, j'ai vécu ça. Et d'ailleurs, tous ces points que je mets, qui paraissent tous très faciles, je dis bien sûr tous vécus. On a tous passé par là. Donc je le mets sur ce côté un peu humour miroir. On va se dire, ben oui, tiens, j'ai vécu ça, j'ai compris. Donc ça, c'est on va dire la peut-être partie théorique. Après, on va avoir beaucoup de parties pratiques où chacun peut passer sur scène. On va chercher nos points forts, développer plein de choses différentes comme ça. Il y aura des chapitres sur l'argent, justement comment sortir de cette boucle de petits budgets, de choses comme ça pour vraiment exceller dans cette abondance. La base même, c'est d'être dans l'abondance de la joie, de la santé, c'est la première chose, bien sûr, de la vitalité et de l'argent aussi, parce que si en effet on a un peu plus d'argent, on a cette fameuse liberté financière, on peut faire plus de choses, donner plus d'argent autour de nous, pour sa famille, pour ses enfants, plus voyager si c'est notre choix. Donc on va aussi bien sûr voir ce chapitre-là. Et puis, durant toute la journée, il y a énormément de petits exercices d'intégration pour concrètement voir ce que ça procure. Ça, c'est l'une des premières parties. Après, structurellement, il y a aussi une chose, c'est qu'il y a une salle où les gens sont assis, je présume, et puis il y a une scène où toi, tu interviens dessus, et il y a des gens qui viennent sur scène aussi. Oui. C'est juste ou bien? Enfin, ça se passe oui, un tout peu à comme fait. ça. Et même à la fin, tout le monde peut passer sur scène. Alors, chaque fois, c'est un peu le sport pour faire passer tout le monde sur scène, mais tout le monde vient sur scène, se retrouve dans cette salle de Miles Davis où il y a Prince, où toutes les grandes stars ont passé dedans. Et là, on peut être sur scène, c'est nous la star. Et quand on est là sur scène et qu'on va dire ses points forts, on va dire « Waouh, qu'est-ce que je veux dans la vie ?» Mais ça laisse une marque
énorme. Tu imagines, tu es sur scène et tu viens crier ce que tu veux, ce que tu es. Tu as des centaines de gens qui le voient. Mais je veux dire, tu repars, tu es comme ça. Tu sais que c'est en toi. Tu l'as mis en public. Et c'est toute cette forme-là que j'essaie de provoquer pour que chacun repart, mais boosté comme jamais. Okay. Ça c'est la partie, on va dire, coaching. Tu rentres chez toi et tu dors une nuit, puis le lendemain matin, tu es chez toi, tu as retrouvé ta vie, tu as retrouvé toi. Qu'est-ce qui reste de ça? Alors, je viens juste, pof, là, je fais un peu. Bien sûr. Alors, qu'est-ce qui reste de ça? C'est l'application des exercices, notamment. Il y a une technique qu'on appelle la technique des 21 jours, où il y a un programme de 21 jours que les personnes doivent faire dès le lendemain. Donc, dès le lendemain, pendant 15-20 minutes, tu bosses immédiatement. Sinon, waouh, ça redescend. Et tout ce qu'on a vu en théorie, les personnes vont pouvoir se dire, ah oui, en effet. Ah oui, ça marche. Donc, ils vont voir de nouveau ça va. Ils vont activer ça. Donc, ça, c'est cette base-là. L'autre partie que je compte beaucoup dans ce séminaire, c'est la fréquence. C'est quand on augmente cette fréquence, on peut changer vibratoirement. Donc, il y a notamment une méditation mondiale qui est importante. Donc, on médite tous ensemble, qui est retransmise avec 5 caméras, donc retransmise gratuitement sur une plateforme professionnelle. Pour la première fois, elle sera traduite en 3 langues. Donc, la personne sur la plateforme pourra choisir la langue. Il y aura quelqu'un qui parle dans sa langue, donc on arrivera à diffuser ça aussi. Il y aura une guérison à distance, donc ça veut dire qu'on fait une guérison à distance, les gens vont sur scène, ils transmettent l'énergie à d'autres personnes, et les personnes qui sont chez eux dans leur salon vont pouvoir eux aussi envoyer l'énergie à ces personnes et la recevoir en retour, et voir que réellement, c'est concret, leur système cellulaire change, leur vibration monte, et on le voit dans la salle, les personnes en quelques minutes, leur regard change, leur énergie change, on a l'impression que tout le monde a fumé un joint, et on a juste fait d'envoyer de l'énergie d'amour. Donc on apprend en fait à envoyer cette énergie et en même temps la recevoir. Cette fois-ci, il y aura aussi une grande initiation où je vais transmettre l'énergie de guérison, donc que chacun va pouvoir recevoir, peu importe ce qu'il fait, peu importe s'il y a des dons ou pas d'origine, et chacun pourra recevoir cette énergie de guérison, et il pourra mettre la main sur les épaules de la personne à côté et envoyer cette énergie de guérison. Donc ça, c'est quelque chose de très fort, parce que je le fais bien sûr déjà dans mes cours depuis maintenant 15 ans, mais c'est des petits groupes de 12 personnes. Ça aussi, ça me paraît important, je fais une coupure là, ça me paraît aussi important parce que quand on t'écoute comme ça, on se dit, le mec, il est allumé, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais attends. Je suis allumé. Non, oui, absolument. Mais je veux dire, on se dit, le mec, il est allumé, il va faire ça. Stop. Il faut savoir que ça, tu l'expérimentes concrètement. On parle pas de quelque chose que tu vas tenter pour la première fois. Mais ça c'est important par rapport à mes auditeurs de dire que voilà, on n'est pas dans un truc tout d'un coup. Tu t'es réveillé un matin en disant je vais faire un grand truc pour changer ma vie. Pas du tout. C'est concret et ça fait 15 ans que tu appliques ça. Ça fait 17 ans même que j'applique ça, que j'ai formé plus de 700 maîtres Reiki en Suisse et dans le monde, donc j'applique ça. Et je me suis aperçu qu'un groupe de 12 personnes où je vais toucher les gens physiquement, ou une salle de plusieurs centaines de personnes, c'est exactement pareil. Parce que dès qu'on commence à demander l'énergie, elle est là. Quand je vais vers les personnes et je commence à les toucher au niveau de leurs mains, ils me disent mais c'est bizarre parce que même avant j'ai senti quelqu'un qui me touchait. Je dis c'est pas moi, je n'ai pas 36 mains. Parce qu'il y avait déjà des guides, il y avait déjà des énergies. Et ça, de proposer ça aux personnes, qu'est-ce qu'ils vont en faire après? Est-ce qu'ils vont faire la guérison ou pas? Peu importe, c'est une énergie qui va être à l'intérieur, qui va continuer en deux. Et comme j'expliquais, dès qu'on se retrouve des centaines dans la salle, dès qu'il y a des milliers de guides, alors c'est vrai que c'est des niveaux un peu ésotériques, mais on a tous nos guides, tous nos partenaires qui sont autour de nous, énergétiques, ils sont là dans la salle. Donc, et en même temps avec la partie Internet, vu que l'énergie à distance n'existe pas. Donc ça, c'est quelque chose, pour moi, c'est un rêve. C'est un rêve que je réalise de jour de plus en plus grand, parce que j'ai de plus en plus envie d'avoir de plus en plus de personnes qui puissent recevoir cette énergie et changer en fait leur état vibratoire, et bien sûr enclencher un processus de guérison, si bien sûr c'est le chemin. C'est pas toujours le chemin de guérir pour tout le monde, mais si ce principe fait partie de leur plan de vie, ok, c'est génial. Si une personne est mieux, une seulement, pour moi c'est ok. Voilà. C'est bien résumé. Ça. Oui, c'est bien. 3x la triade. La triade avec un trait d'union, la triade.ch, et il y a toutes les informations. Et puis Olivier Honsberger, 2 rue Voltaire, 1201 Genève, au numéro de téléphone 022 310 95
75. Voilà. Donc toutes les informations et autres. Et puis rendez-vous le 18 mars. Je crois qu'il y aura un photographe sympathique dans la salle. Il y aura un photographe sympathique. Ouais, je l'ai déjà vu passer par là. Assez discret, mais voilà. Ce sera bien parce qu'on proposera justement à toutes les personnes d'avoir un super photographe professionnel qui va les photographier sur scène ou ce qu'ils voudront. Bien sûr, ce sera libre, mais d'avoir des beaux souvenirs, mais faits comme il faut. Donc on remercie ce photographe que je vois par ici, mais très très bien. Très bien. Merci Photo People. Très bien. Vraiment une belle aventure. Merci de la collaboration. Merci d'être venu ici. Merci à toi. Et puis je suis content que le balcon du Nord-Vaudois t'ait offert une belle promenade juste avant de venir ici dans les studios et tout. J'espère qu'on aura éclairé un petit peu parce que voilà, on dit coaching quantique. Oula, tout de suite un grand mot. Enfin voilà, et les gens ont plein d'idées. Il y a plein d'images qui arrivent qui sont pas forcément les mêmes. J'espère qu'on a ajusté 2-3 choses comme ça dans cet entretien bien sympathique. Et puis je serai là le 18 mars pour immortaliser au point de vue des photos. Bonne continuation, mon cher. Et puis continue de donner du bonheur aux gens et puis de faire en sorte que justement que les gens soient en phase avec eux-mêmes et puis qu'ils aient la possibilité d'un mieux vivre ou d'un mieux être. Et rien que pour ça, c'est déjà magnifique. Ok. Bonne continuation. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci.